Bonjour, aujourd'hui on va parler du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal. Donc c'est un assez gros livre. Cette vidéo consiste à un très court résumé et une analyse assez brève de ce long roman. Donc si vous n'avez pas lu ce roman, je vous conseille fortement d'aller terminer votre lecture car cette vidéo ne pourra pas, complètement vous fournir une idée du roman sans que vous l'ayez lu. Donc je vais vous donner quelques informations assez vagues, assez brèves sur l'auteur. Stendhal est un pseudonyme pris par Henri Bell, né en 1783. Henri Bell était un fonctionnaire qui a mené une vie assez correcte, mais dans une difficulté monétaire, on pourrait dire. Et il a beaucoup travaillé pour gagner son argent. Il a seulement réussi à devenir un littéraire, un auteur assez reconnu par son roman Le Rouge et le Noir à 44 ans. Donc, il a eu une vie assez mouvementée, qui a vraiment pris essor pour sa carrière littéraire en 1830. Il a publié son livre un tout petit peu après la Révolution de Juillet. Mais bon, son livre Le Rouge et le Noir, initialement, n'a pas eu un grand retentissement. C'est seulement dans la postérité qu'on a ensuite pu reconnaître le grand style de Stendhal. Donc, je vais aussi glisser quelques mots sur le contexte du roman Le Rouge et le Noir, puisqu'après tout, il a comme sous-titre Chronique de 1830. Donc, en 1830, il y a la Révolution de Juillet, qui est une révolution ratée, on pourrait dire, car le peuple a espéré une république, une deuxième république, mais au lieu, le pouvoir en place les a dupés et a simplement remplacé la monarchie par une autre. Donc le peuple français, extrêmement déçu, va tenter encore une autre révolution en 1848, mais ce sera encore un autre échec puisque Napoléon, maintenant le neveu, va instaurer un second empire. Donc, le rêve d'une république pour le peuple français devrait attendre encore plus longtemps. Si ce sujet-là vous intéresse, je peux faire une vidéo prochainement sur cela. Mais si, évidemment, on ne me le demande pas dans les commentaires, je ne le ferai pas. Peut-être que la deuxième chose que je voudrais mentionner par rapport au contexte de la création du Rouge et du Noir, c'est que Stendhal s'est énormément inspiré sur un fait divers. Il s'est inspiré du procès véritable d'un certain Berthet. Ce procès-là a eu un retentissement local dans la petite région où elle a eu lieu. Stendhal va beaucoup reprendre des éléments de la vie de Berthet pour ensuite le transposer dans son personnage Julien. Évidemment avec beaucoup de remaniements, mais c'est assez parlant du mouvement qui s'instaure peu à peu à ce temps-là, donc le mouvement réaliste. Stendhal dit que son roman est un miroir qui longe un trottoir, une rue, et qui renvoie le reflet autant du bourbier que du ciel. Pour faire quelques analogies entre la vie de Berthet et la vie de Julien, bien, tous les deux ont une naissance dans une classe sociale basse, ou du moins tel que Julien le veut dans Le Rouge et le Noir. Il dit lui-même qu'il a une basse naissance. Ensuite, tous les deux ont une trop grande intelligence pour leur classe sociale du temps. Et en fait, ils vont être employés, ou plutôt, ils vont étudier d'abord chez un certain séminariste, donc avec un curé, qui ensuite va l'enseigner le latin, et il sera tellement bon et tellement intelligent que une famille assez noble va d'abord les employer. Donc, on peut déjà faire une analogie entre Julien et Berthet. Mais ensuite, il y a une certaine dispute parce que Berthet tombe amoureux de la femme du mari. Alors là, quelque chose se passe, il s'est fait renvoyer de là, il s'est fait admettre chez une autre famille noble, beaucoup plus noble cette fois-ci, mais encore une fois, quelque chose arrive, il y a une lettre de Madame Michou, donc de la femme du mari qui arrive, qui fait que
Quelque temps après, la grande famille noble le rejette à son tour. Fin dramatique, il prend des pistolets et il s'en va tuer Madame Michou pendant qu'elle fait sa prière à l'église. Berthet finit par exécuter dans ce procès-là, donc il perd son procès et il a une mort assez dramatique. Et c'est la même fin qu'attendra Julien à la fin du roman. Donc, pour faire un très bref résumé de quelques secondes par rapport au roman Le Rouge et le Noir, qui s'intitule aussi auparavant Le roman de Julien. C'est l'histoire de Julien qui a une naissance dans une classe sociale basse, ou du moins, encore une fois, telle que lui-même se la présente, mais on va voir que, en fait, sa naissance n'est pas si basse que cela, mais bon, c'est ce qu'il lui-même il affirme à la fin du roman. Il est trop intelligent pour sa famille, ses frères le battent parce qu'ils le discriminent, justement parce qu'il est trop intelligent pour eux et il regarde d'un mauvais œil le travail d'un paysan qu'il doit faire. Bref, il s'est fait battre par ses frères, il est maltraité par son père et il est sauvé en quelque sorte par le curé Chélan qui va l'éduquer au latin, va l'initier au latin et Julien va apprendre par cœur la Bible en latin. Mais cette prouesse intellectuelle va lui mériter un poste en tant que précepteur chez Monsieur de Rênal. Bref, toutes sortes de péripéties arrivent et Julien est forcé un peu à quitter la demeure des Rênal pour s'installer au séminaire, donc pour étudier la carrière ecclésiastique. Il fait quelques avancées là, mais il découvre rapidement que ce lieu-là est un lieu d'hypocrisie, qu'il ne cherche pas une personne intelligente qui cherche la vérité, mais ils veulent enseigner des doctrines dogmatiques. Julien donc apprend cette hypocrisie, il apprend peu à peu à jouer aussi lui-même un rôle, mais encore une fois, il sera sauvé en guillemets par Monsieur de la Mole, donc le plus grand noble de Paris, et il va aller à Paris justement pour devenir son secrétaire. Donc il va quitter la vie provinciale qui mène jusque-là, la vie menée à Verrières, pour aller s'installer à Paris, le lieu, comme Julien le dira, le centre de l'hypocrisie elle-même. Donc, dans cette deuxième partie du roman, il rencontre Mathilde de la Mole, la fille de Monsieur de la Mole, et au début, il la trouve affreuse, mais après un certain moment, lorsqu'il se rend compte, en fait, et ça surprend aussi les lecteurs, qui voient seulement Mathilde à travers les yeux de Julien. Donc, au début, nous aussi, on pense qu'elle est en fait laide, mais lorsque Julien se rend compte qu'en fait, dans un bal, elle est nommée reine du bal, là, soudainement, elle prend de la valeur pour Julien. Pour le restant du roman, jusqu'à la toute fin, Julien va la trouver hyper jolie, hyper séduisante, et en fait, il va tomber follement amoureux d'elle. Mais cet amour-là, comme les commentateurs l'ont remarqué plus tard, cet amour-là n'est pas tant un amour du cœur qu'un amour de tête. Donc, il essaie de se convaincre lui-même qu'elle est belle. Il essaie de se convaincre lui-même de son amour parce que, puisqu'elle a de la valeur aux yeux des autres nobles, alors lui, pour prouver en fait que son génie est supérieur à ceux des nobles, s'il est capable de conquérir Mathilde, alors en même temps, il aura bien mené sa lutte sociale. Bref, à la toute fin, les entreprises de Julien ont leur succès. Il est anobli par Monsieur de la Mole, il va se marier à Mathilde, il va quitter complètement la carrière ecclésiastique pour rentrer dans l'armée tel qu'il le voulait dès le début du roman. Mais, encore, tour dramatique, Monsieur de la Mole reçoit une lettre de Madame de Rênal qui dit que Julien n'est qu'un mec intéressé, qu'il est là que pour ça, qu'il n'aime pas Mathilde, que c'est vraiment un hypocrite, etc. Monsieur de la Mole, hyper fâché, le renvoie et le quitte de tout, enlève tous les privilèges qu'il lui a donnés. Julien, dans la partie, peut-être une des parties les plus énigmatiques du roman, Julien
complètement fou de rage, en quelques pages seulement, alors que le roman dure quand même 600 pages, en l'espace de 20 pages peut-être, prend des pistolets, s'entraîne au tir, revient à Verrières et tire sur Madame de Rênal alors qu'elle est à l'église. À la fin du roman, il est dans un procès et à ce procès-là, Julien est un peu comme Meursault dans le roman L'étranger de Camus et s'en fiche complètement de ce que les autres disent de lui. Il laisse aller le procès à sa manière et ne s'en mêle pas trop. Et finalement, en fait, il ne veut même pas se faire sauver. Il veut littéralement mourir. Il espère une exécution, en quelque sorte. Lorsque son ami vient et lui propose de s'enfuir avec lui, son ami dit ben, « Je peux tout dépenser, toute ma fortune, que pour te faire sortir d'ici. » Il lui dit carrément « Non, va-t'en, je veux mourir, ne me sors pas de cette vie paradisiaque que je suis en train de mener. » Donc, c'est encore une autre partie énigmatique qu'on va essayer de travailler, de déficeler tantôt. Mais essentiellement, on peut dire qu'à ce moment-là, Julien quitte toute l'hypocrisie sociale qu'il a dû mener jusque-là et endosse finalement une certaine sincérité face à lui-même, une sincérité face à ce qu'il est lui-même. Et le roman se termine avec la tête de Julien qui tombe et d'une manière poétique. Voilà.